Je pensais qu'à ça et au bout d'un moment, il faut se dire bah non, je suis pas que ça. Enfin, mon histoire, c'est pas que ça. Je suis une personne à part entière. Je ne suis pas ce que j'ai vécu et je ne suis pas ce que les autres ont fait de moi. Hello tout le monde. Salut la famille. Bonjour. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ton podcast chaque semaine, le dimanche à 18h avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Comme tu le sais maintenant, on laisse de côté les faits, on évoque le ressenti. L'idée, c'est que tu te sentes un petit peu moins seul et puis surtout que tu te dises que la question que tu t'es déjà posée, quelqu'un se l'est déjà posée avant toi. Et avant même de commencer l'émission, sachez que vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. Donc allez nous follow, donnez-nous de la force. Avant juste de commencer l'émission, j'aimerais vous dire 2 choses. La première, on a une newsletter dans la description. Vous pouvez aller vous abonner. Vous allez recevoir un petit mail à chaque épisode avec un message personnalisé écrit par Cassie et moi. Et vous pouvez aussi commenter et nous donner votre ressenti. Si vous avez déjà vécu des histoires similaires, ça sera toujours un plaisir de vous lire. Donc merci beaucoup. On est là pour vous écouter. Justement, pour ce tout nouvel épisode, on accueille notre invitée, Anaïs. Salut Anaïs. Salut. Un petit peu de stress, Anaïs ? Oui, peut-être, mais je suis super contente d'être là, en tout cas. Nous, merci. on est ravis Nous de aussi. t'accueillir, vraiment. Merci d'avoir accepté de venir au micro de C'est comment ? Est-ce que je me prends pour une meuf qui passe à la radio ? Merci, non, vraiment, merci beaucoup. Je sais qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez lourd. Donc, merci de ta confiance. Merci de partager ça avec nous, avec les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et on espère que ça va vous aider et que ça va vous aider, en fait. C'est vraiment ça. On espère que ça va vous aider. Et pour les personnes qui se sentiront concernées, que vous allez trouver écho en vous. En tout cas, comme on le dit toujours, c'est comment ? C'est avec de la bienveillance. Donc, c'est parti. Est-ce que tu es prête ? Oui. Super. Alors, comme vous le savez, à chaque épisode, qu'est-ce que je fais ? Je fais un petit récapitulatif des faits. Afin que vous puissiez comprendre le contexte, on ne s'y attarde pas, mais on évoque un tout petit peu. Et ensuite, on passe aux questions. Anaïs, donc tu as 23 ans. À l'âge de 1 an, tu vis avec ta maman et ton beau-père, que tu vas considérer très vite comme ton père. Tu as toujours eu une très bonne relation avec lui. Et à l'âge de 12 ans, malheureusement, il a un geste déplacé avec toi que l'on peut très clairement appeler un attouchement sexuel. Et ça dure 3 ans. Voilà. Jusqu'à tes 15 ans. Mm-hmm. Et à tes 15 ans, tu sens que la menace est encore plus forte, puisque tu sens qu'il a envie de passer à une étape supérieure de ce qu'il faisait déjà, à savoir les attouchements, l'exhibitionnisme et autres. Et tu sens qu'il veut te violer. J'emploie le terme, si tu es d'accord. Oui, très clairement. Et donc, tu décides d'aller en parler à une amie qui elle-même va en parler à sa maman, qui malheureusement a vécu une situation similaire quand elle était plus jeune, et elle décide de t'amener à l'hôpital. Et c'est la première fois que tu vas mettre des mots sur ce qui se passe en fait dans ta vie depuis 3 ans. Tes grands-parents viennent te chercher à l'hôpital parce que ta maman ne vient pas. On aura le temps de lui faire le procès aussi à la maman. Et c'est là où tu annonces à tes grands-parents que ça fait 3 ans que tu es victime d'attouchement sexuel de la part de ton beau-père. Et ils te croient immédiatement. Ils te proposent d'aller à la police. Tu portes plainte. Toute une procédure judiciaire s'ensuit. Jusqu'en 2018 où il y a un premier procès. Il est condamné. Il fait appel. Et la première condamnation qu'il avait eue d'être fiché comme délinquant sexuel est finalement retirée. Voilà, on est en 2024, le temps a passé, tu t'es reconstruite de tout ça, tu nous en as parlé en pré-interview, on a énormément de questions à te poser et encore une fois, on te remercie de ton courage
et de ta bienveillance. Merci beaucoup à vous de m'accueillir parce que ça me donne l'opportunité de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Est-ce que tu me passerais pas la main, toi? Si. Mais t'as l'habitude que je te passe la main de toute façon. On se fait que des tu sais. passe-passe entre Là, nous. c'est à toi d'y aller, tu vois. Vas-y, let's go. On y va. Eh bien, écoute, commençons. Bah, déjà, je vais un peu reprendre les mots de Cassim, mais merci beaucoup. Moi, je suis très impressionné par le courage que tu as de venir témoigner aujourd'hui et partager ton ressenti par rapport à ce que tu as vécu. Je pense que ça va faire écho en pas mal de gens. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Venons-en à notre fameux épisode C'est comment? Et je commencerai par... Donc, tu vas au tribunal, on fait appel aux témoins, et à ce moment-là, il y a une personne qui se lève. Mais moi, ça me fait sourire tellement. Ça me fait toujours. Mais c'est nerveux, tu vois. C'est nerveux, ouais. Et donc, il y a quelqu'un qui se lève, et là, c'est ta maman. Donc, logiquement, qu'est-ce que... Là, vous, qui êtes derrière votre écran, qu'est-ce que vous vous dites? La maman se lève, elle va de quel côté? Elle est censée aller c'est terrible. témoigner pour sa fille et soutenir sa fille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle va témoigner avec ton beau-père contre toi. Et du coup, ma première question, c'est comment de voir que notre propre mère qui nous a mis au monde est contre nous dans un moment, l'un des moments, si ce n'est le moment le plus difficile de notre vie? C'est un choc. Franchement, c'est un choc, surtout qu'on n'est absolument pas prévenu. Je n'étais absolument pas prévenue par mon avocate ou quelqu'un du tribunal qu'elle allait elle allait témoigner en faveur de mon beau-père, donc contre moi. Donc c'est un choc, mais je le savais déjà. Parce qu'en fait, depuis le début, quand j'ai annoncé pour la première fois ce qui se passait, je l'ai annoncé à une amie et ensuite je l'ai annoncé à mes grands-parents. Mais je ne l'ai jamais annoncé à ma mère en main propre parce que j'ai toujours su qu'elle ne me croirait pas. C'est une intuition, un pressentiment. Et je ne lui en veux pas du tout aujourd'hui. En fait, je savais qu'elle ne me croirait pas parce que elle n'avait pas les épaules pour, parce que la réalité était trop dure à encaisser. Et il y a beaucoup de gens pour qui la réalité est trop dure à encaisser. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a une espèce de rejet qui se crée, en fait. Ils sont dans le déni, mais en fait, c'est une protection, genre, c'est naturel. Du coup, c'est pour ça que je lui en veux pas. Je savais qu'elle pourrait pas supporter ce poids-là. Donc, ça m'a choquée, mais avec du recul, ça m'étonne pas qu'elle ait pas été de mon côté. Je savais depuis le début qu'elle ne serait pas de mon côté. Ok. Donc, voilà. Mais du coup, au moment où elle se lève dans le tribunal, est-ce que pour toi, c'est un monde qui s'effondre? T'es choquée ou tu t'y attendais vraiment? Non, je suis choquée. Je peux pas dire que je m'y attendais. Je suis choquée les quelques premières secondes. Après, je me dis, bon, évidemment. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'elle soit de mon côté, en tout cas. Parce que depuis le début, elle ne l'était pas. Donc, pour moi, elle n'allait pas changer d'avis. Moi, je trouve ça dingue, quand même, le courage que tu as eu de surmonter ça. Enfin, toi, si demain, tu témoignes contre moi, je vais être choqué. Hein. Je préfère te prévenir. Je vais jamais m'en remettre. Clairement. Et honnêtement, je me verrais pas témoigner contre toi. Alors après, bien sûr, on n'est pas dans la situation et encore une fois, je tiens vraiment à prendre, je dirais, des pincettes sur ce sujet-là parce qu'on ne l'a pas connu. Mais à aucun moment, je me verrais en effet témoigner contre toi. Et en plus, ce que je tiens à dire par rapport à ta situation, c'est que tu découvres donc que ta mère vient témoigner contre toi, en tout cas pas pour toi, et tu es dans le tribunal. Tu vois, c'est pas l'endroit où tu peux vraiment t'exprimer, exprimer ta colère, ton incompréhension à ce moment-là, on est d'accord? Exactement. T'es quand même hyper bridé et je trouve ça hyper frustrant. Moi, je me demande si on perd pas foi en l'humanité quand on voit notre propre mère, notre propre sang témoigner contre nous. Quel regard t'as aujourd'hui, ou peut-être quel regard t'as eu les années qu'on suivit? Est-ce que tu dis que t'arrives encore à aimer l'être humain quand tu vois que ta propre mère, entre guillemets, te trahit? Tu te dis, mais attends, si ma mère, elle me fait ça, qu'est-ce que des inconnus pourraient me faire? Est-ce qu'on perd pas foi en l'humain, en fait? Bizarrement, non. Alors, c'est un peu complexe comme question, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout famille. Pour le coup, vous savez, tous les grands discours sur la famille, c'est ce qui est le plus important. Enfin, tout ce truc de famille, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai qu'on perd énormément confiance aux autres et aux relations. Enfin, on n'a plus confiance en personne. On se dit que tout le monde peut nous trahir, tout le monde peut nous abandonner. Et c'est quelque chose que j'ai gardé aujourd'hui. Enfin, j'ai confiance en mes proches. J'ai pas perdu non plus totalement foi en l'humanité parce que je sais qu'il existe encore des bonnes personnes dans ce monde, à l'extérieur. Mais c'est vrai que moi, j'ai confiance que en moi aujourd'hui. Et majoritairement, je me dis que je peux toujours me fier qu'à moi-même. Et très peu sont les personnes auxquelles j'ai confiance. Mais pour moi, c'est pas tellement un défaut. Peut-être que c'est une forme de protection dont j'ai hérité. Mais je perds pas non plus totalement foi en l'humanité. Enfin, j'aime toujours faire des rencontres, découvrir des nouvelles personnes. Voilà, il faut juste se protéger un peu. Ouais, c'est une confiance qui est revenue, mais avec le temps
t'as quand même gardé cette carapace-là. Je comprends. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu dis mais j'ai confiance en moi. Au moins, j'ai confiance en moi. Ah oui, j'ai confiance qu'en moi. Je ne peux faire confiance qu'à moi-même. Et c'est hyper beau ce que tu dis. Alors, est-ce que tu parles de confiance dans le sens où la confiance, je me connais, je sais de quoi je suis capable, de quoi je suis pas capable, ou est-ce que c'est aussi quand on parle, tu sais, de la confiance en soi c'est les deux mélangés. Je sais pas si je suis claire. C'est vraiment les deux mélangés. Oui, c'est les deux mélangés. Pour moi, j'ai confiance en moi et je peux aussi m'en remettre qu'à moi-même. Je suis responsable de moi-même. Je peux faire confiance qu'à moi-même. Je sais que je serai toujours là pour moi. Je vais pas attendre des autres qu'ils soient là pour moi. Je sais pas si c'est clair. C'est très clair. C'est très clair et c'est très comment dire, vecteur d'espoir, je trouve, ce que tu dis, de parler, de dire que tu as toujours confiance en toi. Et du coup, je te remercie parce que ça me donne un petit peu un tremplin pour la question suivante. Et quel conseil donnerais-tu à des personnes qui, malheureusement, se trouvent dans la situation dans laquelle tu as été ou qui se trouvaient dans la situation dans laquelle tu as été, qui peut-être n'ont pas osé aller porter plainte? On sait que les gens qui vont porter plainte, ça représente une très faible majorité, vraiment très, 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 très faible. Une minorité, une très grande minorité, je préfère le dire comme ça, une très grande minorité. Malheureusement, du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a vécu ou qui vit une situation similaire à la tienne? Il y a beaucoup de conseils. Il y a plusieurs choses. Déjà, pour moi, la première étape, c'est le réaliser. C'est prendre conscience du traumatisme qu'on a vécu parce que souvent, on peut être un peu dans une sorte de déni où on ne réalise pas vraiment ce qu'on a vécu ou être dans la fuite, que ce soit fuir, par exemple, être toujours entouré pour ne pas être isolé et penser à ses problèmes, fuir dans l'alcool, dans certaines substances. Et la première étape, pour moi, c'est vraiment de réaliser ce qu'on a vécu. Et une fois qu'on a réalisé, pour moi, le plus important, c'est d'en parler. C'est tout simple. Mais c'est pas simple quand on y est. Mais en parler à sa famille ou à ses amis si on le peut, ou si on peut pas, en parler à un professionnel de santé. Parce que, par exemple, c'est bien d'en parler à ses amis et à sa famille pour avoir un soutien émotionnel, c'est très important. Mais ce ne sont pas des gens qui seront aptes professionnellement, médicalement, à vous aider, en tout cas, à vous prendre en charge. Donc ça, c'est très important. Et ne pas avoir peur d'en parler, surtout en se disant que... Je sais que souvent, on se sent isolé. On pense qu'on est les seuls, ou on pense qu'on est coupable, que c'est de sa faute, ou on pense que personne ne va nous croire. Moi, c'est pour ça que j'ai rien dit pendant 3 ans, parce que j'étais terrifiée. Je me disais, mais personne ne va croire mon histoire. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus qu'à la période où moi je l'ai suivi. Et heureusement. Et heureusement. Mais dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. Ça arrive malheureusement à beaucoup de personnes, qu'il faut en parler, que vous êtes légitime. Il n'y a rien de sale, vous n'êtes pas sale. Voilà. Mais du coup, cette invitation sur C'est comment fait complètement sens. Oui, tout à fait. de répandre la parole, de répandre ton histoire, de répandre ton discours et de dire qu'il faut en parler. Il faut en parler. C'est ça aussi que tu dis, mais on l'entend aussi que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et quand vous en parlez aussi, on va forcément, ou je l'espère, vous poser la question de est-ce que vous voulez porter plainte ou pas. Et je voudrais dire que moi, je l'ai fait, mais c'est un choix personnel et en aucun cas, ne vous sentez pas obligé d'aller porter plainte. Ou au contraire, si vous avez envie de porter plainte, mais vous sentez que les personnes autour de vous, elles vous disent ne faites pas ça parce que vous allez détruire une famille, vous allez détruire une carrière, vous allez détruire une personne. Si vous ressentez vraiment le besoin que vous devez porter plainte parce que vous avez besoin de le faire, faites-le. Mais en tout cas, écoutez-vous. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de porter plainte si vous n'avez pas envie. Mais si vous en sentez le besoin, ne laissez personne vous en dissuader. Toujours écouter son intuition un petit peu. Oui, toujours. C'est ce que tu disais par rapport, par exemple, à ta maman. Tu savais qu'elle allait témoigner contre toi. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup l'intuition dont tu parles quand même, de toujours s'écouter, de se faire confiance, comme tu l'as dit tout à l'heure, se faire confiance et de se dire, si votre intuition, elle vous dit que vous ne voulez pas aller porter plainte, vous n'êtes pas obligé d'aller porter plainte. Si vous ne voulez pas en parler, vous n'êtes pas obligé, il n'y a aucune obligation. Bien sûr que on le recommande parce qu'on veut que ces personnes elles soient condamnées, enfin les victimes soient aidées et que les coupables soient condamnés, bien évidemment. Mais le plus important, c'est de faire ce qu'on ressent et ce avec quoi on est en phase. C'est ça. En fait, c'est vraiment écoutez-vous
Et c'est marrant parce que ça fait vachement écho à un épisode qu'on a déjà eu avec Amine qui disait « Faites-vous passer avant le reste ». Et pensez à vous, en fait, et suivez votre voie. Ouais, soyez égoïste. En fait, à des moments, soyez égoïste parce que c'est votre vie, c'est votre santé, c'est votre bien-être qui compte énormément. Donc, en fait, ouvrez la parole. Comme tu dis, brisez les tabous. Si vous voulez porter plainte, faites-le. Si vous voulez pas porter plainte, ne le faites pas. Mais soyez en phase avec vous-même et sautez le pas, même si c'est... Bien évidemment, on le dit comme ça, mais c'est difficile. Mais parfois, il faut. Et toi, tu l'as fait, donc chapeau pour ça. Et on espère que tu vas inspirer tous les gens qui nous regardent et donner de la force à beaucoup de gens. Et qui nous écoutent aussi. C'est ça. J'aimerais passer à une autre question. Donc, tu as fait ce travail sur toi. Tu nous l'as dit, hein, quand on a fait le pré-entretien, ça a pris énormément de temps. Voilà, tu nous as fait part que tu as vécu une dépression, une tentative de suicide, est-ce que je peux le dire ? Tu m'autorises à le dire, une tentative de suicide. Donc, tu as vécu vraiment des moments très sombres. Aujourd'hui, tu t'es relevé, on le voit, ça se sent clairement. Moi, j'aimerais te poser la question, quel est le rapport que tu as aujourd'hui avec les hommes ? Ouf. Alors là, c'est compliqué. Le fouf qui voulait tout dire, c'est trop là. Moi, ouais. Du coup, je voudrais savoir, alors, quel rapport tu as avec les hommes ? Bon, on comprend du coup que tu ne leur fais pas confiance, parce que tu as tout à l'heure parlé de la confiance que tu n'avais pas envers les autres. Mais du coup, quel est le rapport vraiment que tu as avec la gente masculine ? Le rapport avec les hommes quand on a subi des agressions sexuelles est très compliqué. Je pense que toutes les victimes pourront en témoigner. Alors personnellement, ça ne regarde que moi, mais c'est vrai que ça a totalement brisé ma confiance en l'autre et ça a fait naître chez moi une peur des hommes. Bon, aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais quand même, j'ai toujours peur des hommes. Genre, si je suis sur un trottoir et que, je sais pas, il y a quelques hommes en face et que je peux changer de trottoir, je vais tout de suite changer de trottoir. Il y a plein de... Ça, je pense que ça concerne aussi toutes les femmes en majorité, vu la société dans laquelle on vit. Et on en reparlera dans un autre épisode, hein, ça c'est important aussi, ouais. Mais c'est vrai que quand on est victime de ça, on a encore plus peur des hommes et parfois on peut devenir un peu parano. Enfin, moi j'avais peur, je sais pas, tu peux avoir peur de tes amis, de certains membres de ta famille, tu peux commencer à te demander est-ce qu'ils vont te faire la même chose, alors que c'est des gens parfois en qui tu as une entière confiance. Mais tu peux devenir un peu parano et tu n'as plus du tout confiance aux hommes et tu as peur de t'ouvrir à eux, que ce soit amoureusement, sexuellement. Enfin, ça peut poser beaucoup de problèmes. Mais c'est vrai que j'ai peur des hommes, j'ai pas confiance aux hommes. Voilà. Est-ce que tu travailles et tu penses qu'à l'avenir ça va s'améliorer quand même ? Tu vas vers une progression où juste limite tu t'en fiches maintenant et tu laisses ça de côté et tu dis que la confiance elle viendra quand elle viendra. Si elle vient pas, elle vient pas, c'est pas grave. Je pense que j'ai quand même fait un travail sur moi dans le sens que j'ai plus peur maladive des hommes. Je n'ai plus peur, je ne suis plus parano. J'ai plus peur dans ce sens-là. Je vis ma vie, je sors dehors tranquillement. Je ne suis plus dans une paranoïa. Donc ça va parce qu'il faut se libérer de sa peur quand même. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est la confiance aux autres et aux hommes, je ne l'ai pas. Et ça ne me pose pas tant de problèmes parce que dans ma tête, dans ma philosophie, il faut faire confiance qu'à soi-même. Donc en tout cas, je ne ferai jamais confiance à 100%. Mais je pense qu'on ne peut pas faire confiance à 100% à quelqu'un. Ou alors c'est vraiment une poignée de personnes, quoi. Et pour moi, c'est une forme de protection. Enfin, moi, je vis bien avec ça. Donc... Si t'es en phase, c'est le plus important. Voilà. Oui, mais je pense que aussi, même si on n'a pas vécu ça, avoir vraiment confiance à 100% en une personne, je pense que rares sont les personnes en qui on a confiance à 1000%. Moi, j'ai confiance à 2000%. Mais moi aussi, j'ai confiance en toi à 2000%. C'est très rare. Mais tu es la seule personne sur cette terre, unique, Adrien, c'est spécial, oui. En qui j'ai confiance. Enfin, je te donne ma vie entre les mains, j'ai aucun souci. Mais... Moi, ma carte bleue. Hein. C'est tout, quoi. Quand on vous dit que j'essaye de le michto depuis le début tout le temps, c'est ça la vie de frère, vous faites michto par votre sœur. Ah là non, là. mais on peut pas avoir confiance en réalité en tout le monde et je crois que c'est aussi humain. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis et j'aimerais rebondir par rapport à quelque chose que tu as dit précédemment. Tu as dit qu'il y avait une peur sentimentale et qu'il y avait aussi une peur sexuelle. Et justement, ma question, alors si tu ne veux pas répondre, il n'y a pas de problème, mais c'est quel regard justement tu portes sur ta sexualité ? Est-ce qu'il y a un certain rejet qui s'est créé à la suite de ce que tu as vécu ou est-ce que tu es plutôt en phase et
comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile, par exemple, les premières fois où tu as dû avoir un rapport sexuel avec un homme? Comment est-ce que tu abordes ta sexualité aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive encore en fait à associer le sexe au plaisir quand on commence déjà l'histoire de le sexe, on nous force, donc c'est forcément négatif? Est-ce qu'on change en fait j'allais dire ce settings, mais c'est en anglais, ce paramétrage-là? Merci de la précision, c'est exactement ça. C'est ça qui est très compliqué parce qu'effectivement, notre cerveau, il est paramétré par les expériences qu'on vit. Et ça, sans s'en rendre compte, il y a plein de blocages et de paramètres qui se créent dans notre cerveau. Si on ne travaille pas dessus, on ne les débloquera pas. Et c'est vrai que la sexualité, c'est quelque chose qui est très compliqué quand on a vécu des agressions sexuelles. Et c'est quelque chose dont j'ai l'impression dont peu de gens parlent. Donc, je suis contente d'en parler aujourd'hui. C'est vrai qu'après ça, j'ai quand même eu... j'ai quand même eu une vie, j'ai quand même eu des copains, des expériences et tout. Mais c'est vrai que dans ma tête, le sexe, pour moi, c'est associé à la douleur. Forcément. C'est terrible. Non, mais c'est hyper légitime et logique, en fait. Mais c'est vraiment pas associé au plaisir. Et en fait, pendant longtemps, pendant des années, les relations sexuelles ont été vraiment douloureuses pour moi parce qu'il y a aussi le facteur de la mémoire traumatique qui rentre en compte, la mémoire traumatique du corps. Par exemple, ça, c'est quelque chose, j'ai dû m'éduquer sur le sujet parce que j'étais pas du tout au courant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Mais même si tu vas guérir de ton traumatisme, voilà, tu vas faire des années de thérapie et tout, etc. Tu te sens bien dans ta tête, t'es guéri. Ton corps va garder en mémoire ce que tu as vécu et va le ressortir. C'est-à-dire que moi, je ne m'en rendais même pas compte à l'époque, mais pendant mes rapports sexuels, par exemple, concrètement, mon corps était bloqué, mes jambes étaient bloquées. Et ce qui fait que quand tes jambes elles sont serrées, quand elles sont bloquées, forcément, tu as mal. Et donc, en fait, ton corps rejette la chose. Bien évidemment. Ton corps est bloqué et forcément la relation sexuelle ne se passe pas bien et c'est très dur de se détendre. Parce qu'en fait, mine de rien, en y pensant, tout ce qui est relation sexuelle, pour moi, c'était une agression dans ma tête. Donc mon corps et mon cerveau se défendent. Et se bloquent automatiquement. Voilà, et c'est tout un processus, c'est très dur à comprendre parce qu'au début, tu comprends pas, tu te dis, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai un problème? Mais non, en fait, sachez que c'est normal, c'est juste la mémoire traumatique de votre corps et que ça prend du temps. Et que même si vous aimez votre partenaire, même si vous êtes à l'aise, vous pensez être à l'aise avec votre sexualité et avec vous-même, ce n'est pas de votre faute. C'est pas la faute de votre partenaire non plus. C'est juste qu'il y a des choses qui prennent du temps et dont il faut parfois travailler dessus aussi. Je sais que moi, je suis allée voir une sexologue et une kinésithérapeute pour faire de la rééducation périnéale. Et ça m'a beaucoup aidée dans mes relations. Donc ça a été pénible, les relations sexuelles, pendant longtemps. Ça a été un sujet. Il y a eu des périodes où je ne voulais plus du tout parce que pour moi, ce n'était pas du tout associé à du plaisir. Et il a vraiment fallu que je stoppe un peu tout et que je travaille sur moi, notamment avec les professionnels de santé, pour ensuite reprendre une sexualité très épanouie. Donc voilà, c'est possible aussi d'avoir des relations sexuelles après un viol, après un traumatisme, d'avoir des relations saines. Je vous assure que c'est possible. Et en fait, on peut se reconstruire après ce qui nous est arrivé et avoir une vie entre guillemets normale, même si je suis pas fan de ce terme, mais en tout cas, voilà, de vivre tranquillement, quoi. Tout à fait. C'est juste que les choses, elles prennent du temps aussi. Allez-y à votre rythme. Ne vous dites pas cette personne c'est génial, elle a surmonté son traumatisme, mais ça lui a pris des années. Ne vous comparez pas aux autres et sachez, ne vous dites pas. Parfois on a tendance à se dire je suis encore là-dedans, j'ai pas avancé, j'ai pas progressé, je me sens toujours. Ce sentiment de partir à jamais, je me sentirai toujours comme ça. Et en fait non, c'est juste que les choses elles prennent du temps. Et donc, il faut juste aller à votre rythme. Voilà. On l'a déjà beaucoup évoqué dans ces commentaires, mais le rapport au temps est hyper important. Et comme on aime bien dire avec Cassie, c'est chacun son horloge. C'est ça. En fait, allez à votre rythme. Il y a des gens, ils font des trucs en 5 ans. Vous, peut-être ça va vous prendre 10 ans, mais peut-être que vous allez aller plus loin en disant que cette personne a 5 ans. Enfin, voilà, il y a plein de parcours qui sont différents. Donc, en fait, laissez du temps. Et c'est marrant parce que du coup, tu parlais de la mémoire traumatique, le rapport au corps. La transition est toute trouvée pour ma prochaine question. C'est quand on vit quelque chose comme ça, est-ce qu'on arrive à détacher son esprit de son corps? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on vit un événement aussi traumatisant, est-ce qu'on arrive à se dire je suis Anaïs et ce que j'ai vécu, du coup, c'est mon corps qui a été marqué. Est-ce que toi, tu arrives aujourd'hui à, entre guillemets, savoir qui tu es? Parce que parfois, peut-être qu'on se perd et que la frontière entre le corps et l'esprit, elle est trop fine, en fait, tu vois? Ouais. C'est très pertinent comme sujet, le fait de s'identifier à à son traumatisme, genre s'identifier à son viol. Ça peut être aussi s'identifier à ses problèmes. Parfois, on pense qu'on est ses problèmes. C'est un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'à la suite de ça, je suis rentrée en dépression, j'étais complètement traumatisée. Et du coup, ma tête était remplie de ça, je ne pensais qu'à ça. Et du coup, dans ma tête, j'étais vraiment genre, je suis Anaïs, je me suis fait agresser sexuellement. Genre, pour moi, j'étais devenue mon agression sexuelle.
je pensais qu'à ça et au bout d'un moment, il faut se dire bah non, je suis pas que ça. Enfin, mon histoire, c'est pas que ça. Je suis une personne à part entière. Je ne suis pas ce que j'ai vécu et je ne suis pas ce que les autres ont fait de moi. Et c'est très important de s'en détacher. Voilà, faut être fier de ce qu'on a parcouru, mais il faut aussi se dire que on est autre chose. Il y a pas que ça. Enfin, il y a toute une vie qui continue après et on n'est pas son traumatisme, quoi. Et on est plus que ça, en On est fait. plus Et ça que nous ça. définit pas du tout. C'est ça. C'est pas parce qu'on a surmonté une épreuve qui était difficile que cette épreuve, c'est nous, en fait. C'est C'est ça. ça que t'expliques, exister en dehors de vos blessures. Parce que c'est ça la vraie personne que vous êtes. Quand tu vis tout ça, est-ce que tu ressens pas une espèce de solitude dans le sens où, en fait, je sais, tu sais aussi qu'il y a énormément de gens qui sont victimes de ça. Mais en fait, en société, c'est hyper tabou. On n'en parle pas. Et du coup, est-ce qu'on se sent pas seul dans cette espèce d'immense paradoxe qui est que autour de nous, il y a énormément de gens qui vivent la même chose que nous. Donc ça se trouve, ta collègue de travail, ton ami de l'école, ta cousine, je sais pas, n'importe qui. La fille que tu vas croiser dans la rue, tu vas voir à la boulangerie, en fait, elle a vécu la même chose que toi, mais elle te le dira pas. Et elle le dira peut-être jamais même aux autres parce que c'est hyper tabou. Est-ce qu'on se sent pas seul à des moments alors qu'on sait qu'on n'est pas seul, on le sait qu'on n'est pas seul, mais dans les faits, concrètement, en société, on est hyper seul et isolé parce que personne n'en parle. Et c'est pour ça que ça nous tenait aussi à cœur de faire cet épisode et qu'on en parle et qu'on dit les termes, même si c'est des termes qui sont durs et que voilà, on est très cash. Mais parce que c'est important en fait de retirer ce tabou et c'est comme ça qu'on va avancer. Donc toi, comment tu fais à ce moment-là quand ça t'arrive, ce sentiment de solitude, est-ce qu'il te dépasse pas? On se sent très seul quand ça nous arrive, surtout quand on est enfant, quand on est jeune. On ne comprend pas ce qui se passe. On se demande même si c'est normal, si ça arrive à tout le monde. Et on se sent très seul. Je tiens quand même à dire que je trouve qu'il y a eu une évolution, ça a changé, notamment depuis le mouvement MeToo. On a vraiment libéré la parole là-dessus. Il y a de plus en plus de témoignages. Bon, il n'y en aura jamais assez, je pense. Et c'est encore très tabou dans certains pays, dans certaines familles, dans certains lieux. En tout cas, moi, quand j'étais petite, j'avais pas de représentation de ça. Parce que quand j'avais 12 ans, j'étais en 2012, il n'y avait pas encore eu le mouvement MeToo. Ah non, vraiment pas. Absolument On pas. était loin Ouais. de cette époque-là. Très, Avec très tout ce loin. qui s'est passé ces dernières années, on était loin. On n'en parlait pas du tout autant que maintenant. Du coup, c'est vrai que quand t'as pas de modèle de représentation, tu te sens hyper seul. En plus, comme c'est tabou, t'en parles pas autour de toi. Donc, tu sais pas qu'il y a des personnes qui potentiellement ont vécu la même chose. Et plus j'ai entamé tout ce chemin d'en parler, de le déclarer à la police, de toutes les étapes de la justice, plus j'ai commencé à en parler et plus je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes dans mon entourage qui avaient subi la même chose. C'est juste que les gens n'en parlent pas forcément, mais si vous regardez bien autour de vous, ou si vous posez des questions, ou si les gens sont ouverts aussi, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont subi la même chose. Et c'est très triste. Mais d'un côté, quand je vois des vidéos ou des témoignages, ça me rassure parce que je me dis toujours que je suis pas toute seule. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on se sent seul au début. Au début, on se sent seul, mais en fait, on en revient au point que tu disais tout à l'heure de ouvrir la parole. Et en fait, quand on ouvre la parole, tout de suite, on réalise qu'on n'est pas seul, en fait. J'ai une autre question pour toi. Je sais pas si plus tard, tu aimerais avoir des enfants, mais si tu envisages d'en avoir, est-ce qu'on n'a pas cette crainte de se dire, en fait, à eux aussi, ça peut leur arriver. C'est horrible ce que je dis, je suis désolé. Mais c'est réel, tu vois, de se dire, Ben oui. putain, mais ça peut arriver à mon enfant aussi, ça m'est arrivé à moi. Est-ce qu'on vit pas avec cette crainte-là? Et du coup, je me permets de rajouter une petite question aussi avec celle-là. Si ça arrivait à tes enfants, je te souhaite pas du tout, mais comment toi, en tant que mère, tu te comporterais? Quelle attitude t'aurais qui serait bien évidemment différente de celle de ta mère? Qu'est-ce que tu ferais? Bon, alors personnellement, je ne désire pas avoir d'enfants, donc la question est un peu réglée. Mais c'est vrai que même quand j'étais un peu plus jeune, quand je me posais la question, je me disais, mais je pourrais jamais avoir d'enfant. Déjà, je pourrais jamais faire confiance à quelqu'un. En un homme. Et encore moins à un homme. Et je me disais, mais même si j'avais un enfant avec quelqu'un, jamais je ferais confiance à mon partenaire. C'est terrible. Mais genre, je ferais jamais confiance à 100%. Et je serais toujours en train de regarder s'il se passe pas quelque chose. Est-ce que c'est malsain? Peut-être. Mais pour moi, c'est une forme de protection. Et pour moi, on peut pas faire confiance à 100% à quelqu'un parce que les agresseurs, les violeurs, souvent, c'est les gens que tu t'y attends le moins. C'est le voisin sympa du coin, c'est l'oncle, c'est le père, c'est le beau-père. C'est des gens de ton entourage proche dont tu as parfois une totale confiance. Moi, j'avais une totale confiance et dont tu te doutes jamais. Donc, tu peux jamais avoir 100% confiance à quelqu'un. Et moi, si j'avais un enfant, j'aurais très peur. En tout cas, je serais très vigilante. Donc bon, je suis pas sûre que ce serait très agréable pour l'enfant parce que peut-être que je serais genre un parent trop parano. Un peu mère poule. Voilà. Mais ouais, non, je ferais pas confiance. Et vis-à-vis de ton enfant, du coup, tu le soutiendrais dans cette épreuve et tu serais tu serais peut-être l'opposé de ta mère finalement. Oui, tu essaierais de pas reproduire le même chemin en fait. Mais pour moi, si un enfant vient te dire quelque chose de cette nature-là, tu dois le croire. Pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Et de manière générale, moi,
quand une femme prend la parole ou quand un homme prend la parole et raconte une agression sexuelle, un viol, etc., je vais toujours prendre le parti de le croire. Et c'est bizarre parce qu'il y a toujours des gens qui prennent le parti de celui qui est accusé en disant on n'a pas de preuves, présomption d'innocence. Les gens sortent toujours la présomption d'innocence pour le coupable. Pourquoi vous sortez jamais la présomption d'innocence pour la victime ? Enfin, vous préférez croire la présomption d'innocence de quelqu'un, d'un coupable, que de la victime ? Pour moi, c'est pas logique. Moi, dans ma tête, il n'y a pas de question. Je vais toujours croire la victime. Le schéma devrait être inversé. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Je suis totalement d'accord. Bah écoute, moi je suis je suis impressionné par toi Anaïs, vraiment je te le dis dans les yeux, chapeau en fait, j'adore cet épisode, je trouve que tout ce qui ressort de ton discours, enfin c'est incroyable et on en parlait en off avec Cassie de tout le chemin que tu as fait, le discours que tu arrives à avoir aujourd'hui, même si bon on sent quand même qu'au niveau de la confiance t'as encore du mal, mais ça t'appartient totalement, en fait. Et ça appartient en chacun de vous. Les autres. Ça appartient en chacun de vous. Si vous ne vous sentez pas de faire confiance, ça vous regarde. Mais en tout cas, voilà, hormis ça, je trouve qu'il y a un travail de dingue qui a été fait et je suis hyper impressionné. Et voilà, je voulais avoir toi aussi ton ressenti avant qu'on passe à la dernière question. Eh bien, je te rejoins complètement sur ce que tu dis. Et du coup, je te regarde, Anaïs, quand je dis ça, c'est que je suis vraiment subjuguée par ton courage. J'étais vraiment du coup déjà ton histoire m'a beaucoup touchée forcément, mais le parcours que t'as fait, la femme que t'es aujourd'hui, c'est incroyable. Waouh et tu incarnes l'espoir en fait. Non mais vraiment, sachez une chose, regardez cette vidéo s'il vous plaît, si vous l'écoutez, il faut que vous veniez sur YouTube, regardez la vidéo sur YouTube. Anaïs, elle a fait un travail de malade, ça se voit, ça se sent. Puis t'es rayonnante en fait. Non mais c'est vrai, tu dégages une énergie qu'on adore, on est hyper réceptif à ça en fait. Vraiment. Et on voit vraiment que t'as fait un travail qui était dur, tu nous l'as dit en off, tout ce par quoi t'es passé, les épreuves, les phases, etc. Mais aujourd'hui, t'es vraiment le synonyme d'espoir, de dire faites-vous confiance, on peut s'en remettre, on peut avoir des relations avec des hommes ou des femmes, enfin on peut avoir des relations avec d'autres personnes, on peut se construire en fait, et on peut se reconstruire, merci, et on n'est pas défini par ce qui nous est arrivé. Et c'est très important, hein. Et c'est vraiment, il y a nous, il y a ce qui nous est arrivé, et mais c'est une partie de nous, mais ça ne nous définit pas entièrement. Et vraiment, je te le dis, Anaïs, moi je suis... En fait, who run the world? Voilà. Girls. Toujours. Voilà. Je l'ai dit avec un accent de merde. Mais who run the world? Girls, les gars. Big up à Beyoncé d'ailleurs. Mais si tu veux venir dans C'est comment Beyoncé, t'es la bienvenue. On a l'exemple type d'une femme hyper courageuse. Et franchement, big up. Ben merci, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que ça a été un processus qui a été vraiment long dans ma vie. Je compte même pas les années que j'ai mis à m'en remettre, mais ça a été vraiment long. Ça a été beaucoup de travail, voire beaucoup de spécialistes, beaucoup de gens. Et donc ouais, ça a été long, c'était beaucoup de travail. Je pensais pas que j'y arriverais un jour, pour être honnête. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Et moi, j'aurais adoré voir des vidéos comme ça quand j'étais plus jeune. J'aurais adoré avoir un modèle de représentation pour juste me dire que je suis pas seule et que je peux y arriver. Et c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, juste pour que les gens se rendent compte que vous pouvez vous en sortir, vous pouvez vous réinventer, vous pouvez reconstruire votre vie. Ça prendra le temps que ça prendra, mais sachez que c'est possible. Et c'est ça le plus important. En plus, je voulais rebondir tout à l'heure quand tu parlais de la représentation, justement, de se dire, c'est hyper important la représentation, puisque je me souviens très bien que quand on a fait le pré-entretien, oui, parce qu'on fait des pré-entretiens chez comment. C'est comment. Chichi, pas chichi-choche. Oui, parce qu'on fait des pré-entretiens chez C'est comment. Down. Donc, vous le savez, on fait des pré-entretiens avec nos invités pour connaître un petit peu leur histoire, et après on prépare des questions qu'on leur pose, du coup, lorsque la caméra est branchée, mais ils n'ont pas les questions en avance. Anyway, je voulais revenir sur la représentation. Tu nous as dit clairement que toi, quand ça t'est arrivé, tu ne trouvais pas des témoignages, et encore moins, malheureusement, des témoignages de personnes qui avaient gagné le procès, enfin qui avaient porté plainte dans un premier temps et qui avaient gagné le procès. Et du coup, c'était hyper important pour toi de se dire aujourd'hui, je vais en parler, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui puissent se dire que malheureusement, ça existe. Et qui puissent trouver une représentation. Et de toute façon, la représentation, on en parle dans tous les sujets, le cinéma et autres.
Bref, c'est un très très grand sujet, d'ailleurs qu'on évoquera certainement encore dans un épisode de C'est comment, mais la représentation est très importante et merci du coup d'être venu au micro de C'est comment parce que je pense que des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent pourront se sentir représentés et peut-être trouveront la force d'aller porter plainte, d'en parler autour de vous. En tout cas, c'est vraiment ce que j'espère. Oui, puisqu'il y a très peu de témoignages où la personne, elle a porté plainte, elle est allée jusqu'au bout et elle a gagné. Il y a très peu, je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais il y a très peu de victimes qui gagnent leur procès. J'en ai gagné 2 et je peux vous dire que si vous souhaitez poursuivre cette voie-là et porter plainte et aller jusqu'au bout, c'est possible de gagner et c'est possible que justice soit faite. Donc voilà. Bah très bien. Et on va finir en beauté avec cet incroyable épisode que j'ai beaucoup aimé, avec la question c'est comment, qui est de toute ta vie, quelle leçon tu retiendrais? Quelle est la morale la plus importante si, admettons, je te dis, là, tu es devant un public, tu vas mourir demain et avant ta mort, tu dois leur dire ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça. Mon passage sur Terre, en fait, le plus important, c'est ça pour moi. Qu'est-ce que ce serait? Je pense que ce serait que vous pouvez tout surmonter dans la vie et que ce pouvoir-là, en fait, vous l'avez en vous, à l'intérieur de vous. Il faut s'écouter, il faut se prioriser, il faut prioriser votre santé mentale, il faut être à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Et il faut être bien entouré aussi, on n'en a pas parlé, mais avoir un entourage sain, un entourage qui vous soutient, qui vous écoute, qui est là pour vous, c'est très important, mais qu'il faut vraiment se prioriser, s'écouter. Je pense que c'est ça. Très bien. Mais de toute façon, ça t'appartient. Donc nous, on n'a pas notre mot à dire. En tout cas, c'est très beau. J'aime beaucoup. Je suis assez d'accord avec toi. Donc voilà, c'est parfait en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, mais c'est encore un nouvel épisode rempli de bienveillance, rempli d'espoir, rempli de positivité. On aborde dans C'est comment parfois des sujets qui peuvent vous paraître un peu lourds, mais des sujets qui sont réels et qui vous parlent à tous. Malheureusement, oui, il y a aussi des sujets comme ça. On remercie encore Anaïs et vraiment, c'est juste de l'espoir. Vraiment, vous pouvez devenir qui vous avez envie d'être en fait. C'est ça. Vous pouvez tout surmonter. Vous pouvez tout surmonter. Et on le voit encore aujourd'hui. Du coup, je fais un petit peu la conclusion de cet épisode. Aujourd'hui, toi, malgré cette histoire, ça t'a pas empêché de continuer tes études, de faire des études dans le maquillage. Et aujourd'hui, tu es à ton compte, tu es maquilleuse professionnelle. Tu nous le disais encore tout à l'heure que tu as participé à des événements incroyables cette semaine. Donc, vraiment, on va vous mettre en barre de description, du coup, les réseaux de Anaïs. Si vous avez besoin de faire une prestation, n'hésitez pas à faire appel à elle. Je te donne le micro si tu veux ajouter des autres éléments, mais en tout cas, c'était important de dire que tu t'es reconstruite, que tu as continué tes études, qu'aujourd'hui, tu es en place et que... Voilà, quoi. Mais c'est ça, il y a une vie après et vous pouvez en faire ce que vous voulez de cette vie. Votre deuxième vie, elle commence un peu après. Et voilà, lâchez pas vos objectifs, poursuivez vos rêves, faites ce que vous avez envie de faire. Et voilà. Et c'est possible. Ouais, tout est possible. Tout ça, c'est des chemins que vous devez parcourir, mais c'est possible, vous pouvez le faire. Donc voilà, merci beaucoup Anaïs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, comme je l'ai dit en début d'émission, Instagram, YouTube, TikTok, C'est comment le podcast. Ceux qui nous écoutent en streaming, vous pouvez mettre 5 étoiles sur les plateformes, nous mettre un petit commentaire du genre « J'ai trop kiffé l'épisode, c'était trop bien ». Ça nous fera plaisir, mettez des emojis. Moi, j'adore les emojis, donc ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. Tout à fait. Merci à vous. On espère que cet épisode vous a plu. On espère que ça trouvera une résonance en chacun de vous, que vous ayez vécu ou non cet événement. Je pense qu'il y a des éléments de réponse qui font écho en chacun de nous. Donc voilà, c'est super. On espère encore une fois que C'est comment ça vous plaît. On voit déjà des remarques, des commentaires positifs, même si je ne les regarde pas personnellement. J'ai mon bras droit. Je fais la qui retranscription. m'en fait pas. Donc ça a l'air d'être quand même un contenu qui vous plaît. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez voir dans C'est comment. On est à l'écoute, on est là pour vous écouter. Je conclue, je vous dis qu'on vous salue. On vous retrouve la semaine prochaine, dimanche 18h, pour un nouvel épisode. On vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao.